Ça va être une grande première pour moi parce que parler de fin du monde et d'anthropocène dans un endroit pareil, je crois que ça m'est encore jamais arrivé. Donc je ne sais pas si je vais y arriver correctement, mais voilà, parce que le sujet de cet exposé, tel qu'il est prévu, c'est quel futur possible à l'ère de l'anthropocène. Et c'est vrai que c'est une question importante, une question qui se pose, une question m'intéresse beaucoup, sur laquelle je travaille. Et je voudrais essayer avec vous là, de structurer un propos de façon un petit peu carrée, un petit peu rigoureuse, pour essayer de comprendre dans toutes les crises qui se profilent, lesquelles sont dangereuses, lesquelles sont moins dangereuses, et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de rester positif. Alors, j'ai prévu un exposé en 3 parties, si vous voulez bien. Dans la première, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quand on est philosophe et prospectiviste comme moi, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux questions d'avenir, qu'on essaye d'en faire un sujet de réflexion, eh bien, la question de la fin du monde est devenue une espèce d'évidence partagée. Tout le monde en parle, là, je vais revenir dessus. Il faut qu'on essaye de voir clair là-dedans. Et je vais me servir justement de ce fameux concept d'anthropocène. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ou pas l'anthropocène. Les organisateurs m'ont demandé de refaire une petite définition quand même, parce que certains le connaissent très très bien, d'autres peut-être pas. Voilà. Le deuxième partie de mon exposé va être consacrée à l'idée de comprendre si nous avons des marges de manœuvre pour changer de modèle de civilisation, et quelles sont-elles et à quel horizon. Et enfin, je vais mettre les mains dans le cambouis un petit peu personnel d'une proposition de projet qui pourrait être une inflexion assez importante par rapport au projet des Lumières. Je vais revenir dessus tout à l'heure. C'est la partie la plus personnelle de mon exposé. Alors tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on est donc un philosophe, quand on travaille sur les questions de stratégie et qu'on est prospectiviste, c'est-à-dire qu'on essaye de se tenir au courant de ce que tous les scientifiques et tous les hommes politiques ou les intellectuels pensent de l'avenir, il y a un sujet depuis une quinzaine d'années, un sujet qui remonte, c'est le thème de la fin du monde. Vous l'avez vu, j'imagine, quand vous lisez le journal, c'est un thème qui devient récurrent. Dans toutes les sciences, vous avez des experts qui nous alertent sur le fait que dans leur discipline, on atteint des seuils critiques, la biodiversité est en train de flancher, le climat se réchauffe, il y a de nombreuses, dans toutes les disciplines, en biologie, en géologie, en sciences du vivant, en écologie, on touche des seuils à partir desquels on craint pour la suite de la possibilité de vie sur Terre pour des grands vertébrés. C'est ça que je dirais. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que sur la dizaine d'années qui viennent de se passer, on est obsédé par cette idée-là? Je voudrais attirer votre attention déjà pour comprendre un petit peu ce qui arrive sur la différence entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle à ce sujet. Si vous vous intéressez à la littérature au début des années 1900, vous vous apercevrez que la quasi-totalité des gens, la quasi-totalité des experts, la quasi-totalité des scientifiques, des hommes politiques, des industriels, pensaient très sincèrement, dans leur très grande majorité, peut-être à 90%, je dis ce chiffre au hasard parce que personne ne pourra aller le vérifier, mais pensaient que l'avenir était prometteur, pensaient que demain serait de toute façon meilleur qu'aujourd'hui, pensaient que pour ses enfants, il suffisait de se lever le matin, de travailler, d'aller à l'école correctement, et la vie allait aller en s'améliorant, et comme ça, certainement de façon indéfinie. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Si on faisait un sondage ici, où je pense qu'une grande majorité, aujourd'hui, des gens craignent plutôt que l'avenir pour leurs enfants ne soit plus compliqué qu'il ne l'est pour eux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ce n'est pas le risque de prendre une météorite sur la planète qui a augmenté. Ce n'est pas un risque d'implosion du système Terre qui a changé. Ce qui a changé entre les deux, ce sont les risques d'origine anthropique. C'est-à-dire, c'est la capacité humaine d'intervenir, d'interférer sur les équilibres de la biosphère jusqu'à remettre en cause les équilibres du vivant. C'est ça la question. Nous sommes maintenant 8 milliards sur Terre, avec des sciences et des techniques très très puissantes, une économie mondialisée, des volumes d'extraction et de rejet dans la biosphère qui deviennent tellement importants que c'est ça qui devient le souci essentiel. C'est ça qui devient le souci majeur. Et donc, devant cette évidence-là, on peut parler d'anthropocène.
L'Anthropocène, je vous en donne donc la définition. C'est un terme qui a été prononcé pour la première fois, un mot qui a été prononcé pour la première fois en février 2000 par un certain Paul Crutzen, qui était prix Nobel de chimie en 1996. Et au cours d'un colloque de géologues, il s'est dit « Stop, excusez-moi mes collègues, arrêtons de parler d'Holocène, arrêtons de parler de Pléistocène, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère géologique. Nous entrons dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est la période de l'histoire à partir de laquelle l'homme devient le facteur le plus déterminant pour l'avenir du système Terre. » D'accord ? C'est donc un marqueur. Alors les spécialistes se disputent en ce moment. Quand est-ce que cet Anthropocène, s'il a vraiment existé, quand est-ce qu'il a débuté ? Est-ce que c'est en 1750 avec le démarrage de l'économie industrielle ? Est-ce que c'est en 1945 avec l'usage de la bombe atomique ? Ou est-ce que c'est plus récemment, disons, depuis la chute du mur de Berlin, quand le politique ne représente plus une force suffisamment importante pour tenir tête à l'économie ? Donc il y a des doutes. Il y a des doutes effectivement sur le départ de cette nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Et je ne vais pas vous en parler plus précisément parce que je ne suis pas géologue. Je crois que les spécialistes sont encore en train de discuter sur le fait de savoir oui ou non sommes-nous entrés dans une nouvelle ère et quand est-ce qu'elle a démarré. Bon, pour moi, plutôt philosophe, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir précisément quand est-ce qu'on est entré dans cette nouvelle ère. Il me suffit de retenir que nous sommes entrés dans la période à partir de laquelle c'est l'homme qui a pris la main, qu'il le veuille ou non, il ne l'a même pas voulu d'ailleurs, sur les équilibres de la biosphère. Voilà. C'est ça qui est important, c'est ça qui est important et dont il faut se souvenir. Voilà. Alors maintenant, essayons de mettre des mots un petit peu précis là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en grande majorité, les terres, les sols, l'eau, l'azote, le cycle du carbone, tout ça, ce sont des équilibres qui étaient assez fragiles, qui ont été stabilisés après le dernier dégel vers 10 000 avant Jésus-Christ et qui nous avaient permis d'entrer dans l'ère de l'Holocène. Cette ère de l'Holocène, on s'aperçoit avec du recul que c'était un véritable paradis pour la vie, paradis pour le vivant en général, avec une multiplication des espèces et une multiplication de la vie sur Terre dans des proportions importantes, et paradis pour l'homme aussi. On s'en aperçoit aujourd'hui, parce que ce paradis est un petit peu fragilisé aujourd'hui, pour des questions, par exemple, climatiques dont vous avez déjà entendu parler, dont vous entendez parler tous les jours. Et donc, c'est ça le gros souci. Avec l'Anthropocène, nous entrons dans un nouvel état de la planète. C'est un nouvel état de la planète qui, de mon point de vue, appelle de nouvelles stratégies et va appeler de nouvelles politiques, qu'on le veuille ou non. Si on veut pouvoir conserver les équilibres qui permettent la vie des grands vertébrés sur Terre. Parce que l'Anthropocène, ce qu'il nous permet de préciser également, c'est que qu'est-ce qui devient problématique avec le développement de la civilisation occidentale tel qu'il s'est répandu sur la surface du globe ? Ce qui devient problématique, c'est plus précisément ce qu'on peut appeler l'écoumène terrestre, c'est-à-dire cette dizaine de mètres en dessous de nos pieds là et quelques centaines de mètres dans l'atmosphère. C'est ça qui est mis à mal en ce moment par notre économie et nos technologies qui sont intrusives pour les équilibres du vivant. Donc l'Anthropocène, c'est un concept qui est un peu sidérant parce que quand on prend connaissance de ce que ça veut dire que nous entrons dans une sorte de fin de cycle. Nous sommes, en raison de l'importance de nos impacts sur le système Terre, nous sommes en train de faire en sorte que le climat, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote ne soient plus compatibles avec la vie peut-être pas la vie des vers de terre et des chenilles ni des microbes, mais la vie des grands vertébrés. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, Sigmund Freud, au début des années 1900, avait dit voilà, moi, avec ma découverte de l'inconscient, je suis en train d'infliger la 3e blessure narcissique à l'humanité. Freud expliquait que Galilée et Copernic, plusieurs siècles auparavant, avaient infligé la première blessure narcissique à l'humanité en expliquant pourquoi c'est la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Première blessure. Seconde blessure narcissique
à l'orgueil de l'humanité, c'est Darwin en 1859, quand il a sorti son livre sur l'origine des espèces, où il a expliqué que non, l'homme n'était pas une créature divine, la dernière, la plus belle et la plus parfaite, il n'était que le résultat d'une évolution des espèces, tout simplement. Troisième blessure narcissique à l'orgueil de l'humanité, Freud qui explique que tout ce que l'humanité le fait, et croit le faire en raison de sa volonté et de sa raison, dans le fond, ce sont plutôt les refoulements et l'inconscient qui guident les désirs des hommes à titre collectif et à titre individuel. Donc, disait-il, avec ma découverte au début du XXe siècle de l'inconscient, je suis en train d'infliger à l'humanité sa troisième blessure narcissique. On pourrait dire que l'Anthropocène est une quatrième blessure narcissique à l'orgueil de l'humanité. Pourquoi ? Parce que finalement, l'Anthropocène est en train de nous expliquer que c'est toute notre rationalité occidentale qui va faire en sorte que nous sommes en train de travailler à l'extinction de la vie humaine sur Terre. Ou en tout cas dans un horizon assez rapproché maintenant. Voilà, donc c'est une nouvelle quand même très importante, très perturbante. Elle est un peu sidérante, je trouve. C'est un concept sur lequel je vous invite à réfléchir parce qu'il marque vraiment un coup d'arrêt, je pense. Il pourrait susciter, à mon avis, un changement de projet de civilisation. Voilà, c'est l'idée de l'Anthropocène. On pourrait dire qu'il réveille la civilisation occidentale de son sommeil progressiste. Depuis les Lumières, je vais y revenir tout à l'heure, nous sommes élevés dans l'idée, éduqués dans l'idée qu'un progrès est possible, que l'homme est perfectible, que nous pouvons travailler à l'amélioration des conditions sur Terre. L'Anthropocène nous explique que, passé 2 ou 3 siècles effectivement d'amélioration des conditions de vie sur Terre, on est plutôt en train de travailler à la dégradation des conditions de vie sur Terre. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir, de le comprendre, pendant qu'on a peut-être une marge de manœuvre pour pouvoir prendre un virage. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste, c'est une expression, je vais vous citer quelques expressions qui m'ont frappé comme ça, des déserteurs de l'Anthropocène. Si on ne prend pas garde aux enseignements de ce concept, on pourrait laisser passer le temps qui nous reste, laisser passer la capacité de résilience de la planète pour créer un nouveau projet de civilisation. Mais c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Comment changer un projet de civilisation comme celui-là? Parce que vous savez que l'Occident, dont je viens de parler de la pensée occidentale, est maintenant devenu une pensée mondiale. C'est la logique économique, le libéralisme, la rationalité technoscientifique qui est née, certes, voici 2 ou 3 siècles en Europe, elle est maintenant mondiale. Donc on est en face d'un problème mondial. Et donc, il ne suffit pas de prendre conscience de l'Anthropocène pour se dire qu'il nécessite un virage. Il faut encore comprendre comment on pourrait mettre les mains dans le cambouis de ce qui fait la civilisation occidentale aujourd'hui. Est-ce possible de prendre un virage? Ce n'est pas simple du tout. Prenons par exemple, je vais parler du G100. Qu'est-ce que c'est le G100? Vous avez tous entendu parler du G20. Le G20, c'est la réunion des 20 pays les plus puissants de la planète qui se rencontrent de temps en temps pour avoir des réflexions et prendre des décisions. Vous avez peut-être aussi entendu parler du G30. Le G30, ce sont les 30 plus grandes villes du monde dont les maires ou les conseils municipaux se rencontrent de temps en temps pour, en tant que grands influenceurs de la vie sur Terre, se rencontrent pour essayer de mettre en commun leurs réflexions. Vous avez entendu parler de Davos, du Mont Pèlerin ou du G40, c'est-à-dire les endroits où les 40 plus grandes multinationales se rencontrent pour mettre en commun leurs réflexions. Voilà, vous avez là les plus grands acteurs de la civilisation mondiale, me semble-t-il. Il en manque une dizaine, parce que 20 et 30 et 40, ça fait 90. Et pour prendre un compte rond, je vous suggère qu'on considère dans ces plus grands acteurs de la civilisation aussi certaines organisations internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le TPI, le Vatican, pourquoi pas, l'OCDE. Vous voyez, et tout ce que je voudrais vous faire, c'est essayer de faire l'effort d'être devant les 100 plus grands acteurs de la mondialisation. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aucun, à mon avis, aucun n'a pris conscience de l'Anthropocène. Ou si certains individus ont pris conscience dans ces entreprises-là de l'Anthropocène, personne, à ma connaissance, n'a mis une seule politique en œuvre qui soit de taille à résister au concept de l'Anthropocène.
D'ailleurs, je vais même essayer de vous indiquer quelle pourrait être une philosophie commune de ce G100, c'est-à-dire de ces plus grands acteurs de la mondialisation, de l'économie mondiale. Je pense qu'une petite phrase anodine comme innover pour nous développer et partager les fruits de notre développement pourrait être le credo, la ligne stratégique de ces 100 plus grands acteurs de la civilisation. Réfléchissez à ça, je vous demande de faire un petit effort si vous voulez bien, parce que la suite de mon exposé sera là-dessus. C'est pour vous expliquer aussi que c'est très profond, la difficulté de sortir de la rationalité occidentale pour affronter la réalité de l'anthropocène, c'est très profond. Innover pour se développer et partager les fruits de la croissance. Vous voyez comme cette petite phrase toute douce que nous serions tous prêts à partager. Peut-être même qu'on en parle comme ça avec nos enfants à table. Eh bien, c'est ça, je pense, qui est le cœur du problème. Parce que quand on commence à être très puissant, à jouer avec l'atome, à jouer avec des gènes, à jouer avec des bits informatiques, dans des proportions industrielles, selon des logiques financières de marché, à 8 milliards d'individus sur Terre, eh bien cette petite pensée anodine qui nous vient de la Renaissance et des Lumières, essayer de tout simplement innover pour nous développer et partager les fruits de cette croissance, encore faut-il les partager, vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien cette simple petite philosophie typiquement occidentale, humaniste, on pourrait dire, cette pensée humaniste est finalement un terrorisme dans un sens. Et finalement, alors je sais que ça peut susciter des questions, hein, et on peut en discuter bien sûr, mais l'humanisme vu comme ça est un terrorisme. Quand on a compris ce que c'est que l'anthropocène, on ne peut plus vouloir se rêver d'innover, de prendre des risques avec les éléments fondamentaux de la vie, se développer, faire de la croissance à n'en plus finir, pour la partager si on la partage. Cette philosophie-là pose problème. Elle pose problème et là, je ne connais aucun... Je suis spécialiste, comme l'a dit Laurent, je suis spécialiste des marchés financiers, je suis spécialiste de la stratégie des entreprises, donc j'ai l'œil un petit peu aguerri sur ces questions. Je ne connais aucun parmi les 100 plus grands acteurs de la mondialisation, aucun ne développe une stratégie qui soit réellement différente de celle dont je viens de vous parler. Donc, vous voyez, c'est un souci. Il ne suffit pas de dire, il suffit de changer de dirigeant, il suffit de changer de politique. Ça ne suffit pas du tout. Je crois qu'on est devant un problème très important, un problème de civilisation, un problème de culture. Voilà. Ça, c'était la première partie de ce que je voulais... Oui, parce qu'il faut aussi préciser que personne n'est responsable de l'état de la planète. J'attire votre attention là-dessus, on en parle beaucoup, les médias en parlent, on en parle ici, là. Personne n'est officiellement responsable de l'état de la planète. Je dois terminer déjà ? Non. Personne, regardez, ni l'ONU, ni la Banque mondiale, ni le Fonds monétaire international, ni le Vatican, personne n'est responsable de l'état de la planète. C'est ça qu'il faut voir. L'anthropocène ne mobilise personne. Prendre conscience du fait que nous sommes en train d'œuvrer à la fragilisation des conditions de vie sur Terre n'est officiellement de la responsabilité de personne. Aucun homme politique, aucun président d'aucun pays, aucun président d'aucune multinationale ne va être capable de mettre ses actionnaires ou ses électeurs en face de lui et de leur dire « Voilà, je vous propose de faire de l'état de la planète un sujet prioritaire pour nos choix politiques. » Je crois que personne n'est en état de le faire aujourd'hui. Voilà. Alors, quand on a dit ça, vous voyez que l'anthropocène, quel futur possible à l'ère de l'anthropocène, c'est une vraie question. C'est l'affaire du siècle, je pourrais dire. On pourrait le dire, on l'a dit à plusieurs égards. Je trouve que c'est l'affaire, on pourrait dire que c'est l'affaire du siècle. Bon. Maintenant, disposons-nous de marge de manœuvre, maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on fait ce constat un petit peu réaliste et un petit peu sidérant, un petit peu bloquant dans un premier temps. Est-ce qu'on dispose de marge de manœuvre ? Là, je voudrais vous dire que oui, je crois qu'on dispose de marge de manœuvre, mais alors il va falloir changer assez radicalement le logiciel de cette civilisation occidentale. Je vais essayer là, si vous le voulez bien, j'attaque la deuxième partie de mon exposé, de prendre du recul, de relever la tête et de me demander si l'humanité a déjà été, et si oui, qu'est-ce qu'elle a fait en mesure d'affronter des périls comme ça. Alors, tout d'abord, je voudrais, pour relativiser un petit peu, attirer votre attention sur le fait que si je relève la tête, je me place 10 000 avant Jésus-Christ.
ou du moins j'essaye de regarder jusqu'à 10 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la sortie du Pléistocène, après le dégel, quand l'agriculture a commencé à naître, quand il y a eu des débuts de sédentarisation et qu'on a commencé à pratiquer la domestication des plantes et la domestication des animaux, d'accord, sur les 12 derniers 1000 ans. Je crois qu'il a existé 4 grandes catégories de conception de l'avenir. Depuis que l'humanité est organisée, au moins depuis qu'elle est sédentarisée. Il y a eu la première conception de l'avenir qui est de moins 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'invention des monothéismes, disons jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ. L'avenir n'existait pas. Le futur n'existait pas. La vie, on était dans l'éternel retour. Les êtres humains étaient quasi logés à la même enseigne que les animaux à cette période-là. Les projets humains ne dépassaient pas le cycle des saisons et les cycles du jour et de la nuit, de la faim, du sommeil. On était enfermés de ce que Nietzsche et Mircea Eliade ont appelé l'éternel retour du même, c'est-à-dire que les projets humains n'avaient pas la capacité de mobiliser collectivement pour dépasser le présent. Bien sûr, on a commencé depuis longtemps à enterrer les morts. Bien sûr, moins 8000 avant Jésus-Christ, on a commencé à domestiquer quelques plantes et quelques graines. Ça voulait dire on commençait à se projeter un petit peu, parce qu'il faut semer, il faut récolter, il faut sélectionner. Mais quand même, je crois que, on va dire politiquement, aucun grand projet avant 2000 avant Jésus-Christ, aucun grand projet n'avait pour but de modifier les conditions de vie sur Terre. D'accord ? Il y a une sorte de révolution qui s'est produite avec l'invention des monothéismes en Inde, en Chine et en Occident avec Abraham, Moïse. L'idée finalement que tous les multiples dieux qu'on voyait dans les animaux, dans les rivières, dans les cieux, dans la foudre, avaient finalement une source unique, un Dieu unique qui avait créé la terre et qui pouvait donner des commandements. Il avait une intention, il a créé le monde, il a créé les hommes et il a un projet. Lui, il a une idée. Nous, les hommes, on ne le connaît pas, mais on vit dans un monde qui a été créé par quelqu'un qui a des projets. D'ailleurs, il nous donne des commandements et il nous explique que si nous passons notre vie sur terre à exécuter ces commandements, nous irons au paradis. En revanche, si nous n'écoutons pas, si nous n'obéissons pas à ces commandements, nous serons jugés, on ira en enfer. En tout cas, il y aura une sanction. Donc à partir de là, et ça va durer comme ça jusqu'à la Renaissance à peu près, à partir de là, le futur a commencé à exister, mais il n'était pas de notre fait, nous les humains. Il existait ce futur, il y aura un demain, il y aurait un jugement dernier, on aurait à rendre des comptes, mais on vivait ce futur comme une fatalité. L'homme, collectivement et individuellement, n'avait aucune possibilité d'intervenir sur ce futur. Il ne pouvait essayer que se conformer à la tradition, aux ordres, pour essayer de déranger le moins possible l'ordre terrestre. Et c'est comme ça qu'il pouvait s'en sortir le mieux possible. Donc d'accord, première période de l'humanité, le futur n'existe pas. Deuxième période, il existe, mais il est vécu par les hommes comme une fatalité. Et puis à la Renaissance, il s'est passé quelque chose d'un peu prodigieux. Et je vais vous en dire un mot parce que on va peut-être avoir besoin d'un prodige de cette sorte-là au début du XXIe siècle pour affronter la question de l'Anthropocène. À la Renaissance, il s'est passé quelque chose d'important en 3 volets. Tout d'abord, des hommes de science ont commencé à réfléchir hors des cadres de la religion et ont commencé à avoir une foi dans la capacité des hommes à réfléchir, à comprendre et à mettre en place des solutions techniques grâce à ce savoir pour améliorer les conditions d'existence. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, il s'est passé aussi grâce à ces évolutions techniques d'ailleurs, on a pu commencer à améliorer notre consommation, disons, l'accumulation des richesses. L'industrie, l'agriculture, les monastères ont pu commencer à se mettre en place pour organiser collectivement la vie sur Terre, la production et la distribution des ressources pour améliorer la richesse individuelle. Et troisièmement, il est né aussi cette étrange idée qui n'existait pas avant la Renaissance et avant les Lumières, cette étrange idée que l'homme, finalement, pouvait devenir un sujet, pouvait devenir une personne. Plus exactement, l'homme n'était pas simplement le sujet d'un roi ou d'un dieu ou d'un prince.
l'homme pouvait commencer à rêver à avoir des droits, à avoir une autonomie, une personnalité, des droits humains. Vous voyez ces trois grandes aspirations-là. L'aspiration au savoir, parce que ce savoir pouvait nous être utile sur la vie sur Terre. L'aspiration à la richesse, pour améliorer nos conditions d'hygiène et notre consommation. Et l'aspiration à la reconnaissance de droits individuels, la reconnaissance du statut d'humain comme une personne qui a des droits, qui ne peut pas se faire écraser par n'importe qui. Eh bien, ces trois aspirations-là ont coagulé, ont cristallisé à l'époque des Lumières, dans le projet des Lumières, le projet d'organiser l'idée de progrès. Il faut que, c'est il y a 250 ans, c'est il n'y a pas longtemps, il faut bien se remémorer que voici 250 ans en arrière, personne n'avait dans l'idée qu'on pouvait s'organiser collectivement pour améliorer le destin sur Terre. C'est pas vieux, ça fait 7-8 générations, vous imaginez? Il n'y a pas longtemps donc, nous avons découvert cette idée en Europe, d'abord en Europe, en Angleterre, en France, que les trois aspirations dont je vous ai parlé, qui étaient nées à la Renaissance, pouvaient cristalliser, coaguler dans un nouveau projet de civilisation qui a donné les révolutions américaines et les révolutions françaises, un nouveau projet de civilisation qui allait consister individuellement et collectivement à essayer d'améliorer les conditions de vie sur Terre. Voilà. Donc à partir de là, c'était tout à fait différent. Non seulement l'avenir existe, mais on peut commencer à le construire, cet avenir. Et à partir du 19e siècle, avec les idéologies, les utopies, avec Marx qui a dit par exemple, les philosophes jusqu'à présent ont interprété le monde, ça suffit, il faut maintenant le reconstruire. Je cite mal, j'ai oublié, mais vous voyez l'idée est là. Il s'agit de transformer le monde. Maintenant, il s'agit de transformer le monde. Avec Saint-Simon en 1830, qui a dit que Saint-Simon, avec un nom pareil en plus, qui dit la véritable religion, la religion laïque, la seule valable, c'est la religion industrielle. J'invite la terre entière à travailler à l'exploitation du globe et à la maximisation de cette exploitation pour le bien-être des individus. Vous voyez, c'est ce projet de civilisation-là qui est né et qui a consisté à ouvrir la porte à une nouvelle façon de voir l'avenir, donc un avenir que nous allions pouvoir construire et qui allait pouvoir être progressif et nous aider à améliorer nos conditions de vie sur Terre. Et vous voyez avec ce type d'introduction où je vais en arriver avec l'Anthropocène. Nous avons vécu 2 siècles comme ça, 2 siècles avec cette foi qui a réellement conduit à soulever des montagnes. Je ne vous l'explique pas, vous le savez tous, les conditions d'hygiène, la longévité, la vie sur Terre, la mort des enfants qui est réduite quasiment à 0 alors qu'un tiers des enfants mouraient à la naissance, voici encore 2 siècles. Le niveau de consommation, notre capacité à voyager. Vous voyez un petit peu à quel point cette philosophie-là, cette pensée-là, cette industrie-là, cette science-là, cette politique-là a réellement permis de changer les conditions de vie sur Terre. C'est là qu'on comprend que l'idée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est toute douce et toute gentille, elle avait tout son sens. Innover, accroître notre savoir, notre connaissance, pour nous développer, faire de la croissance économique et de la consommation, et partager, si possible, quand tout va bien, cette croissance. Vous voyez que ça a été un moteur terriblement important, puissant et réellement transformant au niveau de la Terre. Et vous voyez en quoi maintenant ça pose problème. Parce que ça pose problème, on s'en est aperçu avant l'Anthropocène. On a prononcé le mot Anthropocène, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est le 17 février en l'an 2000, mais bien avant, depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs philosophes et quelques hommes politiques avaient attiré l'attention sur le fait que les 30 glorieuses n'étaient pas complètement glorieuses, qu'on était en train de salir la planète dans des proportions importantes. Et donc, la foi dans le progrès, la foi dans ce progrès a commencé à fléchir. Disons, il y a des théories différentes, on est plusieurs à avoir des avis différents sur la question. Je vais dire 1980, à 20 ans près. 1980. À partir de là, on peut dire qu'on est entré dans une crise de l'avenir. Une crise de l'avenir. Et d'ailleurs, si je voulais détailler un petit peu plus précisément, à partir de 1980 jusqu'à l'an 2000, on a beaucoup parlé de crise de l'avenir. J'ai fait mes recherches là-dessus, ma thèse sur ce sujet, je vois bien. Et à partir de l'an 2000 jusqu'à l'an 2010, on a beaucoup parlé d'effondrement, de catastrophe. D'accord ? Et à partir de l'an 2010, après la crise de 2008, quand l'Anthropocène a été compris à peu près par plus de monde, on parle beaucoup de fin du monde.
de fin du monde, comme je vous le disais en introduction, dans de nombreuses disciplines. On est dans un monde très compliqué. On touche aux équilibres de la biosphère. Je ne reviens pas dessus. Donc vous voyez que quand on prend du recul, l'humanité a quand même su prendre des virages. Avec le monothéisme, l'invention des monothéismes a été une façon radicalement nouvelle d'envisager la vie sur Terre. Le progrès, les Lumières ont été une modification radicale de la façon d'envisager la vie sur Terre. Et aujourd'hui, nous aurions besoin d'un virage de ce type-là. L'Anthropocène, je pense, nous impose de réfléchir à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que la crise de 2008 n'est pas du tout une crise financière. C'est pour ça que l'Anthropocène n'est pas un tout petit problème écologique qu'il suffit de résoudre en remontant le prix de la tonne de carbone. Pas du tout. Je pense que quand on met les mains dans le cambouis de ce qui cloche, je pense qu'il faut aller jusqu'aux racines de ce qui font les aspirations de la civilisation occidentale. Et je ne sais pas vous dire, et je terminerai mon analyse tout à l'heure, sans être capable de vous dire si nous avons besoin d'une évolution ou d'une révolution. C'est encore pas clair dans mon esprit de savoir si ces aspirations qui ont été mises en place par les Lumières et si bien réfléchies par les philosophes des Lumières, je ne sais pas encore si elles ont été sclérosées et qu'elles conduisent à un déraillement ou si elles ont besoin d'être complètement révolutionnées. Mais je vais quand même essayer de vous dire en quoi, et je terminerai là-dessus, enfin j'ai encore un petit peu de temps, je m'aperçois, donc je terminerai là-dessus, je vais essayer de vous dire en quoi ces trois aspirations posent problème aujourd'hui et sont, à mon avis, bougeables. Elles sont bougeables. Le problème, c'est que, vous savez, quand on prend conscience de toutes ces questions-là, on ne peut pas dire « Oh, il y a une théorie du complot, il suffit de couper la tête ». Parce que le G100 en question, il ne suffit pas de couper la tête des patrons, si ça existe, du G100, ils vont repousser automatiquement. Je sais très très bien comment fonctionne un conseil d'administration. Voilà, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On peut pas non plus, je crois qu'on ne peut plus raisonner comme les tenants du transhumanisme ou du post-humanisme, qui disent la chose suivante, qui disent oui, vous avez raison, oui, vous avez raison. Mais donc, nous allons modifier la consistance, on va dire, biogénétique de l'être humain et on va le rendre capable de respirer du gaz carbonique et de manger, de digérer du pétrole. Vous comprenez, ou du plastique. Je ne crois pas. On pourrait en discuter. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus, il y a tout un courant, on va dire néolibéral, mais dans un sens presque noble, entre guillemets, qui pense vraiment qu'il suffit de monétariser la terre entière et le vivant dans son entier pour que les équilibres de l'offre et de la demande permettent de nous en sortir. Bon, on pourrait en discuter. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que même dans un système de concurrence pure, avec une main invisible qui ne serait pas détraquée et qui marcherait bien, je ne pense pas que c'est une façon d'organiser la vie sur Terre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a d'autres façons d'imaginer que il y a la géo-ingénierie climatique, par exemple. Vous voyez, on peut se dire aussi... n'ayez pas peur, l'Anthropocène, ce n'est jamais qu'une étape comme une autre. Ayez confiance dans les progrès de la science. On doit faire confiance à la science, quoi qu'il arrive. Elle saura nous sortir de tous les pétrins, y compris ceux dans lesquels elle nous a mis elle-même. Je ne crois pas non plus. Prenons l'exemple de la géo-ingénierie climatique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous invite à regarder les journaux à ce sujet. La géo-ingénierie climatique, ce sont quelques industriels ou chercheurs qui ont une grande foi dans la science et qui se disent « la planète se réchauffe, pas grave, nous allons la climatiser. Nous allons mettre dans les océans toutes sortes de produits, je ne sais plus lesquels, qui vont permettre de le refroidir. Ça fera mourir le plancton, c'est pas grave, on en fera du plancton artificiel. Le soleil tape trop fort, nous allons envoyer dans l'air des particules de je ne sais plus quoi pour atténuer les rayons du soleil. Ou alors nous allons installer dans le Sahara des miroirs pour réfléchir le soleil. Je ne crois pas, on pourra en discuter. Je ne crois pas qu'en allant dans cette démesure technologique, on va durablement améliorer la capacité de vos enfants et petits-enfants à avoir une vie normale sur Terre. Je ne crois pas. Il faut s'attaquer assez profondément aux trois aspirations dont je vous parlais. Et donc, si j'en reviens à ces trois aspirations et j'essaye de simplifier le propos,
Ce qu'on peut dire, c'est donc qu'aux Lumières, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les trois aspirations au savoir, à la richesse et à l'autonomie individuelle ont permis pendant 2 siècles de modifier la face du monde dans des proportions importantes. Parce que oui, réellement, l'homme a des capacités quasi divines quand il se met en commun, qu'il réfléchit. Il est capable d'inventer des choses qui transforment réellement le monde. C'est vrai. Oui, il est capable, avec son économie mondialisée, d'avoir des échanges à toute vitesse à l'échelle de la planète dans des proportions très importantes. Et tout ça a été, pendant 2 siècles, je crois, un facteur d'amélioration, ce n'est pas la peine de revenir dessus, un facteur d'amélioration terrible des conditions de vie. Le problème, c'est que cette pente-là n'est plus possible. C'est ça que nous dit l'Anthropocène. L'Anthropocène nous dit ce n'est plus possible maintenant à consommer ce qu'on consomme, en extrayant les ressources que l'on extrait, en polluant comme on pollue. Nous réchauffons la planète dans des proportions telles que les équilibres de la vie ne seront plus possibles. Donc il faut s'attaquer à cette question. Et ce que je voudrais faire, c'est terminer sur ce que j'appelle, là c'est assez personnel, et bien sûr vous pourriez le contester, et si certains d'entre vous connaissent bien le sujet, il y a matière à contestation. Je voudrais me jeter à l'eau et vous dire un petit peu qu'est-ce que pourrait être un projet de civilisation différent en partant du fil de l'histoire tel que je viens de vous le raconter jusqu'à présent. Il faudrait tout simplement, enfin c'est pas si simple que ça, mais je vais essayer de mettre des mots clairs devant ce problème très difficile. J'ai besoin de bienveillance sur un sujet aussi compliqué. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne peut pas être clair et net. Donc je voudrais vous dire que nous devons passer d'une philosophie du progrès à une stratégie de l'espérance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant 2 siècles et demi, nous avons eu vraiment une stratégie du progrès, une politique du progrès. Nous avons vraiment pensé que le top de la vie sur Terre, c'était d'améliorer les conditions de vie sur Terre et pour cela, d'utiliser tous les moyens que notre cerveau et nos sciences nous procurent, toutes les richesses que la planète nous offre et toutes les ressources des individus, de tous les individus vivant sur Terre, pour les mettre en commun, pour transformer au maximum les conditions de vie sur Terre. Voilà. Aujourd'hui, l'Anthropocène nous dit « ce n'est plus possible ». Nous n'avons plus qu'un délai. C'est terminé. C'est bientôt terminé. Nous n'avons plus qu'un délai. Et je vous propose de considérer qu'on doit remplacer notre politique du progrès par une politique de l'espérance. Une politique de l'espérance, ce serait une politique qui ne viserait plus prioritairement à progresser, mais prioritairement à préserver des conditions de vie sur Terre. D'accord? Et pour cela, je vais essayer de descendre un petit peu dans le vif du sujet. Parce qu'en plus, j'ai oublié de terminer tout à l'heure en disant que nous avons quelque chose de... C'est Paul Ricoeur qui a dit ça, et c'est une parole très profonde, je crois qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Si nous cherchons une alternative, nous n'avons pas d'autre possibilité que de trouver un avenir prometteur. On ne peut pas rêver qu'un fascisme écologique ou technologique prenne le pouvoir. Je ne pense pas que ce serait la bonne façon d'envisager l'avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous n'avons plus d'autre possibilité, la raison occidentale fonctionnant comme elle fonctionne, d'imaginer un avenir prometteur. Imaginer un avenir prometteur. C'est-à-dire que même quand on a compris ce que c'est que l'Anthropocène, on n'a pas le choix. On ne peut pas Je ne crois pas qu'un projet de civilisation pertinent pourrait voir le jour en étant basé sur la récession, uniquement sur la décroissance, uniquement sur un fascisme écologique qui interdirait de marcher ou de respirer ou de consommer plus de 3 litres d'eau par jour. Encore moins un fascisme politique ou eugéniste qui... Je ne crois pas. Donc nous avons l'obligation de trouver un projet alternatif qui soit mobilisateur et qui soit attractif. Pour 8 milliards d'êtres humains sur Terre en plus. Pas uniquement pour la petite élite qui aujourd'hui est en capacité de se mettre à l'abri du soleil quand il fait trop chaud. D'accord? Donc ça, c'est important. Il est très important de comprendre ça. Très important de comprendre ça. On n'a pas le choix. Il faut que ça soit un avenir prometteur. Et d'ailleurs, bon, c'était le sujet de
de mon bouquin précédent, mais je vous le dis, le néolibéralisme, si vous réfléchissez bien, celui que tout le monde fustige aujourd'hui, pourquoi il a eu autant de succès? Pourquoi c'est toujours lui qui drive la planète aujourd'hui et c'est pas prêt de bouger? Ou alors il va falloir une révolution sérieuse? C'est parce qu'il a été plus attractif dans un sens. Il a promis une consommation facile, il a promis une amélioration des conditions de vie, il a promis une amélioration des conditions présentes parce que tout le monde a accepté de sacrifier un petit peu l'avenir pour améliorer ce présent. Il faut l'avoir en tête. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, nous avons le devoir aussi, si on veut réfléchir à un modèle pertinent, de réfléchir à un modèle, oui, je vais bien, merci, un modèle prometteur. Et si je reviens sur les 3 aspirations qui nous avaient permis de cristalliser à l'époque des Lumières, dans un projet réellement alternatif par rapport à l'esclavagisme et par rapport à la pauvreté du 15e, 16e, 17e siècle, eh bien, je vais essayer de vous dire quel sens je mets là-dedans. Il faut qu'on passe d'une politique, d'un idéal du savoir à un idéal de la transformation. Sur la première des aspirations dont je vous ai parlé, l'expertise, la connaissance, la technologie, eh bien, il faut qu'on sorte d'une recherche de l'innovation pour aller vers une recherche de la transformation. Et qu'est-ce que j'appelle la transformation? La transformation, c'est une innovation consciente de ses impacts sur le système Terre. Voilà. Donc, il nous faudrait passer d'une philosophie du savoir, de l'expertise et de l'innovation à une philosophie de la transformation. C'est-à-dire qu'on ne doit pouvoir laisser des multinationales aujourd'hui mettre des innovations sur le marché qu'après qu'il y ait eu une réflexion très profonde qui implique toutes les parties prenantes sur le bien-être à long terme qu'il y a à tirer de ces innovations. Et c'est là qu'on verra qu'il y a certainement les 3/4 des innovations qui sont déversées aujourd'hui sur les étals de la mondialisation qui en réalité sont des accélérateurs d'anthropocène. Je crois qu'il faut voir les choses comme ça. Alors, deuxièmement, je reviendrai, si j'ai le temps après, on verra, sur la seconde partie de l'idéal qui a composé la philosophie du progrès, c'est l'aspiration à la richesse. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de passer, comme l'avait voulu Saint-Simon en 1830, ça reste aujourd'hui, l'économie est un système de maximisation de l'exploitation de la planète au bénéfice de l'être humain, d'une espèce particulière, l'être humain. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. On atteint des limites écologiques. Vous le savez, ce n'est pas la peine que je les liste aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on passe d'une économie qui soit la recherche d'une exploitation du monde à une économie qui vise la régénération des conditions de vie sur Terre. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Maintenant, sur la troisième aspiration, qui était celle qui visait de passer de l'état de sujet à l'état de personne, avec des droits individuels. Eh bien, il semble, vous avez par exemple un philosophe comme Marcel Gauchet qui explique ça très bien, qu'on est au bout de cette philosophie-là. Aujourd'hui, après avoir pendant 2 siècles et demi accru les devoirs, les droits individuels de chaque personne, on aboutit à une société qui ne peut plus fonctionner. 8 milliards d'individus qui sont focalisés sur l'accroissement de leurs droits individuels sans avoir des devoirs en compensation, ça ne peut plus fonctionner. Pour 2 raisons. Ça ne permet plus de fonctionner à 8 milliards d'individus sur Terre. On n'est plus à l'échelle de Platon et à l'échelle de la démocratie avec 300 citoyens autour d'une place. On est à l'époque des fake news, du big data, de Facebook, des lobbies. Et donc, faire fonctionner une société comme ça, il va falloir changer un petit peu le logiciel. Le gouvernement du peuple par le peuple doit être réinterrogé. Et d'autre part, à titre individuel, on s'aperçoit d'un énorme problème aussi aujourd'hui, c'est que cette philosophie qui a conduit à un accroissement des acquis sociaux se traduit aussi par des isolements individuels. On a franchi, je crois qu'on a franchi une étape là. La recherche des droits des droits individuels doit se compléter avec une recherche des devoirs et avec un maintien des institutions collectives. Il va falloir qu'on réapprenne tout ça. Donc voilà.
Donc voilà, vous le voyez, il faut que je termine. Évidemment, j'aurais pu continuer nettement plus longtemps. J'essaye donc de terminer. Aujourd'hui, comment faire pour qu'un futur reste possible durablement à l'ère de l'Anthropocène? Ce n'est pas complètement impossible, mais alors il faut changer en profondeur le logiciel de la pensée occidentale, qui est la nôtre aujourd'hui. Il faut passer d'une logique de progrès à une stratégie de l'espérance. Et cette stratégie de l'espérance, elle vise à raisonner en termes de transformation consciente, en termes de régénération des conditions de vie sur Terre et en termes de responsabilité prospective.